Ok. Alors bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce live donc en compagnie de Pierre-Xavier Maguez de l'ICS Béguet. Aujourd'hui, donc, ce live va porter sur la finance et sur les métiers de la finance et comment vous pouvez vous y préparer. Pardon. Je me présente, moi je m'appelle Paola, donc vous ne pouvez pas me voir mais vous m'entendez. Donc je suis chargée de communication pour l'ICS Béguet et donc c'est moi qui vais modérer les questions et qui prépare ce live. Si vous avez des questions, donc vous avez la possibilité d'utiliser le bouton qui est en haut dans une barre à droite en grisé avec questions-réponses. Donc là, vous pouvez poser vos questions et ensuite on vous répondra pendant le live. Donc voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Maguez. Je vous laisse Très faire bien. votre présentation. Merci à vous. Merci Paola. Donc, je vais vous présenter les métiers de la finance. Auparavant, je vais vous dire un mot sur notre école, l'ICS Béguet. Donc, moi, je suis responsable pédagogique du programme Grande École. Alors, l'ICS Béguet, c'est une école qui a deux campus, un campus à Paris et un campus à Lyon, et qui propose deux filières en alternance. Alors, il y a une filière, la première qui est une filière de préparation à l'expertise comptable, qui permet de préparer dès la première année le DCG, le diplôme en comptabilité générale, le DSCG et après l'école, il est possible de continuer et de préparer le diplôme d'expertise comptable. Le programme Grande École dont je m'occupe donc se déroule sur 3 ans. Il comporte le Bachelor 3, Bachelor en gestion, finance, audit, alors qui recrute au niveau Bac+2 et qui prépare au cycle Master 1 et Master 2, expert audit et contrôle de gestion. Alors, il est aussi possible, quand on s'est engagé dans la filière expertise comptable, de rejoindre la filière Master, expert audit et contrôle de gestion. Il est prévu que l'école ouvre d'autres masters, donc avec d'autres spécialisations, un master gestion privée, gestion de patrimoine et financement immobilier, finance de marché, compliance risk management, asset management et blockchain data innovation. Alors aujourd'hui, les débouchés de nos programmes, c'est expertise comptable, mais aussi les banques, les directions financières, l'audit, le contrôle de gestion, et de manière générale, des métiers qui touchent de nombreux secteurs de la finance, donc qui offrent la possibilité d'exercer des métiers donc liés à la finance que je vais vous décrire, j'espère de manière la plus claire possible. Alors, en guise d'introduction, tout d'abord, pour remettre en perspective les métiers de la finance, il faut savoir que les marchés financiers, de manière générale, existent en réalité depuis longtemps, depuis que les hommes et les sociétés ont essayé d'organiser et de développer les échanges commerciaux. Donc, au fil du temps, la finance est dotée d'outils de plus en plus sophistiqués grâce à la technologie, et plus les économies se développent, plus la complexité des marchés financiers s'accroît, ainsi que le nombre d'activités qui y ont recours. Donc, le but de cette conférence, encore une fois, c'est de vous aider à y voir plus clair et en dessinant la géographie des principales zones d'activité liées à la finance et des métiers qu'on peut y exercer. Alors, pour essayer, dans un souci de simplification, j'ai essayé d'identifier 6 secteurs. Alors, le premier, c'est le secteur de la finance de marché d'entreprise. Alors, c'est un univers qui regroupe essentiellement les banques et notamment les banques de financement et d'investissement. Elle se scinde en deux types d'activités. Il y a l'activité des banques commerciales, ce qu'on appelle le corporate banking, et la banque d'investissement qui est liée au corporate finance. Alors, la banque commerciale, c'est apporter des solutions de financement aux entreprises. Donc, il s'agit là de bien connaître l'analyse financière, de savoir mesurer le risque d'un modèle économique et de sa capacité à générer des flux de trésorerie qui permettent de rembourser les prêts. Alors, les types de financement qui sont accordés, ce sont ce qu'on appelle les crédits structurés, donc qui permettent de financer, par exemple, des infrastructures, des routes, des ponts, des centrales de production d'énergie, et des actifs type actifs immobiliers, immobilier de bureau, par exemple, des bateaux, des avions, et des entreprises, pourquoi pas, par exemple, dans le cas d'une fusion-acquisition, lorsque une entreprise en rachète une autre. Alors, les montants de ces types de financement peuvent être très importants, plusieurs centaines de millions d'euros. Et ainsi, la banque qui va structurer, mettre en place ce crédit,
va partager le risque avec d'autres banques en se répartissant le montant du crédit. Alors du coup, il y a dans cet environnement deux types de métiers. Il y a celui qui consiste à structurer les crédits et celui qui consiste ensuite, une fois que le crédit est mis en place, à le suivre tout au long de sa vie, car un crédit, c'est en fait quelque chose de très dynamique, avec des contraintes qui apparaissent, des changements qui doivent être mis en place pour pouvoir continuer à assurer sa vie. Et donc, c'est un gisement de métiers important. Donc, la banque d'investissement, Monsieur elle, Maguez, c'est... Oui, excusez-moi, je vous coupe juste 2 secondes. Est-ce que vous pouvez faire défiler votre PowerPoint? Parce qu'en fait, là, pour le moment, alors je ne sais pas si c'est normal, mais il est sur la slide, la non, première non, slide. c'était pas normal. Ouais, Merci voilà, de voilà. me rappeler à l'ordre. J'étais Merci à vous. pris dans le feu de l'action. Pas Merci. de souci. Donc, la banque d'investissement, ou ce qu'on appelle la banque de marché de capitaux, ou l'investment banking, donc elle, cette partie de la banque vise à donner accès au marché de capitaux à ses clients entreprises. Par exemple, à Airbus, et qui va devoir gérer ses flux en dollars, puisque Airbus vend ses aéronefs et les factures en dollars, mais a un bilan en euros. Donc, eh bien, la banque d'investissement va permettre de structurer des produits qui vont permettre à Airbus de se protéger contre le risque de change qui est induit par le fait que les avions sont vendus en dollars et qu'ils sont enregistrés comptablement en euros. Et il y a également le trading pour compte propre que la banque peut faire. Donc, ce sont des activités qui sont relativement risquées. Donc, du coup, deux types de métiers. Alors, il y a des métiers comme je le disais, de front office, donc qui consistent, comme je l'ai évoqué, à structurer des produits, là aussi, qui sont destinés aux clients, qui leur permettent donc, par exemple, de couvrir leurs risques, et les métiers de trading pur, où la banque utilise ses propres capitaux pour pouvoir faire des paris sur l'évolution à la hausse ou à la baisse de certaines catégories d'actifs, des actions, des obligations par exemple, ou du change. Et ce sont des métiers qui sont plutôt destinés à des traders. Donc ce sont des opérateurs qui sont déjà aguerris, qui connaissent très très bien les marchés et qui sont habilités à prendre ce type de risque. Mais il y a aussi une autre catégorie de métiers qui sont liés au back-office et au middle-office. Donc là, c'est le suivi des positions qui sont prises par le biais des produits de marché qui sont vendus aux clients, donc des produits de couverture par exemple, de suivre leurs risques, leur enregistrement comptable, et ces métiers sont essentiels, car ils garantissent la bonne fin des opérations, leur suivi, et permettent également la revalorisation permanente des positions, puisque ce sont des produits qui sont soumis à la variation des prix de marché. Donc, ce sont des métiers qui sont techniques, qui sont essentiels et qui constituent un gisement important de métiers, et qui permettent aussi des évolutions en termes de responsabilité et de gestion d'équipe qui sont très importantes. Deuxième grand métier, celui qui est lié à l'audit et au contrôle de gestion. Donc là, le contexte, c'est quoi? C'est aujourd'hui des sources abondantes de données qui sont produites en permanence par les entreprises et par leurs outils. Donc l'audit et le contrôle de gestion, c'est analyser des données, toutes ces données qui sont produites pour le compte de l'entreprise, afin de mesurer par exemple sa productivité, sa rentabilité, son efficacité de manière générale, et de valider des processus et d'en donner, in fine, une traduction financière à la direction de l'entreprise. Alors, les métiers d'auditeur et de contrôle de gestion s'appuient sur un socle comptable fort, tout en réclamant une grande proximité avec le terrain, c'est-à-dire les acteurs opérationnels de l'entreprise. Alors, s'il fallait faire une différence entre les métiers qu'on peut exercer, je parlerai d'abord des auditeurs. Donc, Monsieur faut pas Maguez, oublier. Oui, excusez-moi, c'est encore moi. oui, Votre j'oublie. Voilà. PowerPoint, pareil. Merci, Paula. Donc l'auditeur, lui, il est confronté à un monde où règne la complexité, où les risques dominent, et l'auditeur est un peu le gardien du temple. Il va vérifier le bon respect des procédures, la sécurité et la conformité des opérations, et notamment financières, et il est aussi amené à faire des recommandations, hein. Donc c'est un métier à fort enjeu.
De son côté, le contrôle de gestion est aussi un métier à fort enjeu. Il vise donc à donner du sens aux chiffres, en mettant en place les bons indicateurs de performance, en choisissant des données pertinentes, et puis aussi à donner au management les moyens de piloter l'entreprise avec les bons instruments, et donc à préparer l'avenir. Donc il faut noter que dans le contexte dans lequel nous formons nos étudiants, il se caractérise par un accroissement important du risque et de l'incertitude, et surtout par les temps que nous traversons. Donc dans ce dernier, la capacité à imaginer le futur de l'entreprise, à projeter les performances passées dans le futur, eh bien c'est un véritable défi aujourd'hui auquel nous préparons nos étudiants. Alors où exercer ces métiers? Ceux qui sont demandeurs, alors évidemment les directions financières et comptables des entreprises, mais aussi les banques, mais aussi les cabinets de conseil qui effectuent des missions ponctuelles ou de longue durée chez leurs clients, qui peuvent être d'ailleurs des banques ou des entreprises. Et d'ailleurs, un passage de quelques années dans un cabinet de conseil est l'occasion de continuer sa formation, et c'est très profitable pour les candidats futurs qui veulent rejoindre, par exemple, des directions financières. Alors cette fois-ci, je n'oublie pas de tourner la page de ma présentation. Monsieur Maguez, on a Oui. une question, alors je ne sais pas si vous voulez y Oui, répondre maintenant ou bien peut-être sûr. plutôt à la fin. C'est une question de Flavien, donc il demande s'il y a un nombre d'années requis avant d'accéder aux différents secteurs de la BFI. Alors c'est-à-dire un nombre d'années requis au sein de la banque ou... Alors si vous pouvez préciser votre question, n'hésitez pas, comme ça on va pouvoir vous répondre Précisez-la, au mieux. je m'engage à vous répondre après Ça la marche. présentation. Hein. Donc Flavien, je vous laisse préciser, merci. Voilà. Troisième grand métier, donc l'asset management. Alors qu'est-ce que c'est que l'asset management? C'est la gestion d'actifs financiers. Alors le secteur de la gestion d'actifs a pour objectif donc de faire prospérer le patrimoine de ses clients via l'investissement dans des actifs financiers. Alors un actif, c'est un investissement dont on attend qu'il produise des revenus futurs. Alors les actions, avec l'augmentation de la valeur de l'action ou les dividendes qu'elle peut distribuer dans l'intervalle, les obligations avec les coupons qu'elle va distribuer, les devises, l'immobilier au travers des loyers que les locataires vont distribuer, etc. Donc ce sont autant de classes d'actifs qui sont utilisées par les gestionnaires d'actifs pour proposer des supports de placement et générer de la rentabilité. Qui sont les asset managers? Souvent, ce sont des filiales de banques. Qui sont les clients? Alors en général, ce sont des entreprises, des investisseurs institutionnels, par exemple, comme les assureurs ou les caisses de retraite, qui disposent dans leur cycle annuel de trésorerie importante par le biais de versement des primes, par le biais de versement des cotisations, et qui vont devoir, en attendant de les reverser à leurs bénéficiaires, vont essayer de lui trouver une rentabilité. Donc, elles vont s'adresser à un asset manager. Donc, lui, son métier, c'est de gérer ses excédents de liquidité, de structurer sur mesure des produits de placement, en veillant à ce que le niveau de rentabilité soit en adéquation avec le niveau de risque qui est accepté et l'horizon de temps durant lequel les fonds sont confiés par leurs clients. Dans le cadre de la formation, il est important donc d'acquérir des connaissances en termes de techniques financières, de catégories d'actifs que j'évoquais, donc de savoir en apprécier la rentabilité, le risque, et de prendre des décisions d'investissement en fonction du niveau de performance espéré par ces classes d'actifs. Donc, quand on fait une analyse dans ce cadre-là, il s'agit aussi d'intégrer l'environnement macroéconomique. Et Dieu sait si on voit aujourd'hui qu'ils ont malheureusement là, beaucoup d'influence, et donc de les intégrer dans la grille d'analyse qui est celle de l'asset manager. Les métiers. Alors évidemment, pour les plus expérimentés, il y a la gestion de portefeuille, donc qui sont gérés pour le compte des clients. Les gérants sont spécialisés soit par catégorie d'actifs, soit par zone géographique, par exemple, et donc il prend des décisions d'achat, de vente, dans le cadre de cette stratégie et de sa mise en place. Il y a aussi des métiers de middle office, donc qui eux s'assurent du bon déroulement des opérations réalisées par le gérant,
et qui va suivre les positions de trésorerie qui sont induites par les décisions d'achat ou de vente et qui vont veiller également, et c'est une partie importante, au respect des réglementations qui sont associées à chaque catégorie d'actifs et d'opérations financières qui sont engendrées par la gestion du portefeuille. Il y a aussi les métiers dans la chaîne de valeur, les métiers de back-office. Donc, dès qu'une opération a été validée par le middle office, elle est ensuite transférée au back-office pour être prise en compte dans la comptabilité du portefeuille et va assurer là aussi le calcul de valorisation du portefeuille en tenant compte des prix de marché qui, eux, changent en permanence. Quatrième métier que j'ai identifié, ce sont les métiers liés à la gestion de patrimoine. Alors, qu'est-ce que c'est que la gestion de patrimoine? Ça consiste à conseiller et à réaliser des placements financiers à l'attention de clients qui sont en général des personnes physiques, c'est-à-dire qui disposent d'un patrimoine ou qui sont en train de s'en constituer un via l'épargne. Donc, le but de cette épargne, principalement, c'est de se constituer un revenu futur pour compléter, par exemple, ses revenus de retraite. Et donc, également, assurer dans les meilleures conditions possibles la succession vers les descendants, c'est-à-dire le transfert du patrimoine qui aurait été acquis pendant toute une existence. Ce qui caractérise la gestion de patrimoine, c'est la maîtrise du temps. C'est le long cours, parce que l'épargne se constitue tout au long d'une vie professionnelle. Alors, il y a deux constats pour y voir plus clair. Le premier, c'est que l'épargne totale des Français, si on en croit les derniers chiffres de la Banque de France, elle s'établit à plus de 1000 milliards d'euros qui sont déposés sur le livret A par défaut. Soit ça fait en gros une moyenne patrimoniale de 37 000 euros par ménage qui n'est pas vraiment optimisée, qui n'est pas placée. Le deuxième facteur, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, on connaît un environnement de taux d'intérêt qui sont très bas. Donc il y a là vraiment une opportunité pour les métiers de gestion de patrimoine pour trouver des supports de rendement qui soient plus élevés. Et donc ça se traduit par de nombreuses offres d'emploi qui expriment ce besoin de recrutement de gestionnaires de patrimoine. Donc le métier de gestion de patrimoine, c'est apprendre plusieurs techniques. Des techniques financières, vous vous en doutez, il faut bien connaître tous les actifs, mais aussi il faut bien connaître l'environnement juridique et fiscal qui entoure l'investissement dans ces actifs. Donc il y a une réglementation qui est assez importante, mais qui a sa justification. Il faut protéger l'épargnant, il faut aussi protéger aussi sa transmission qui s'accompagne aussi donc souvent du règlement de droit de succession. Et là, les conseils qui sont attendus par les clients sont très importants. Le contenu du métier, eh bien, le gestionnaire de patrimoine, lui, dans un premier temps, il va réaliser un premier bilan patrimonial de son client, de ses revenus, de son environnement aussi familial, puisqu'il y a une dimension successorale. Et dans le cadre d'un mandat, ils vont définir ensemble une stratégie d'investissement qui va être suivie et appliquée au long cours. Alors pour les jeunes, donc le gérant junior, si je puis dire, va accompagner sur le terrain, chez le client, le gérant senior qui est expérimenté et qui va lui transmettre toutes ces techniques au-delà de sa formation. Et puis, je dirais qu'au-delà des techniques, il y a une autre dimension, qui ne s'apprend pas, c'est la dimension humaine. Donc, c'est un métier multifacette, à la fois très technique, et puis c'est un métier où le contact humain est très important, où une relation de confiance va s'établir sur le long terme avec les clients. Donc, un cinquième métier qui est celui de l'expertise comptable. Alors, l'expertise comptable, c'est un métier qui est important, mais qui s'impose, qui est en relation, l'expert comptable est en relation avec toutes les entreprises. Il faut savoir qu'une entreprise doit avoir une comptabilité juste et sincère. Donc, pourquoi? Parce que d'abord, c'est au travers de sa comptabilité que l'entreprise communique auprès de toutes les contreparties qu'elle a. Alors, ses prêteurs, ses actionnaires, bien sûr, mais aussi ses fournisseurs
ses clients et qui ont besoin d'avoir une connaissance de l'entreprise au travers de ses comptes pour savoir évaluer sa santé financière. Et c'est le rôle de l'expert comptable, qui va établir les deux outils principaux de communication que sont le bilan et le compte de résultat à la fin de chaque exercice comptable, mais aussi qui va apporter son expertise en matière financière, fiscale, juridique aux dirigeants. L'expert comptable, c'est un partenaire du dirigeant de l'entreprise. Donc la filière expertise comptable, elle se diplôme, donc elle est jalonnée progressivement par une série de diplômes, le diplôme de comptabilité de gestion, le DCG, qui est un diplôme de niveau Bac+3, un diplôme supérieur de comptabilité de gestion, Bac+4, Bac+5, et puis au-delà, les diplômés peuvent poursuivre et s'engager donc dans un cursus qui va leur délivrer un diplôme d'expertise comptable. C'est un parcours qui va jusqu'à Bac+8. Mais il faut noter que chaque palier permet d'entrer dans la vie active ou de poursuivre les études si la dimension comptable est trop forte pour l'étudiant, s'il préfère un peu diversifier ses connaissances, eh bien il peut changer de cursus et par exemple rejoindre un master à l'ICS Béguet, un master expert audit et contrôle de gestion ou une autre voie, sachant que ce parcours-là des CG, des SCG est très apprécié puisque la comptabilité confère, ou du moins ces formations confèrent un socle de connaissances solides en comptabilité qui est utilisé à la fois pour faire du contrôle de gestion et donner une dimension financière dans la prise de décision, car vous savez que toutes les décisions dans l'entreprise, quelles qu'elles soient, doivent se traduire tôt ou tard par une création de valeur pour les actionnaires. Et pour ça, il faut avoir une bonne connaissance donc des mécanismes comptables qui est commun à toutes les entreprises. Alors, les métiers de la comptabilité, on les exerce où? Alors évidemment, quand on est expert comptable ou comptable, prioritairement dans les cabinets d'expertise comptable, mais pas seulement. Il y a les départements d'audit des grands cabinets, donc ce qu'on appelle les Big Four, Ernst & Young, Deloitte, pour ne citer que cela, donc qui pratiquent du commissariat aux comptes. Donc le commissaire aux comptes, lui, il s'occupe de la communication et comptable et financière de l'entreprise qui est son client, mais aussi les banques, les directions comptables et financières des entreprises, bien sûr, qui sont très en demande d'étudiants bien formés, qui connaissent très bien les principes comptables. Et ce sont, je dirais, c'est un socle qui peut propulser le candidat vers des métiers très financiers. Alors, un sixième métier que j'ai identifié, qui est le métier lié à la compliance et au risque management, donc en français conformité et gestion des risques. Les activités financières réalisées par les grands acteurs, et les moins grands d'ailleurs, sont marquées par le risque, ça vous le savez, mais il y a bien sûr le risque financier, mais en réalité le spectre de risques auquel sont confrontées les entreprises est bien plus large. Alors, il trouve son origine dans l'accélération des transactions qui sont rendues possibles par la technologie, la dématérialisation des opérations financières, la démultiplication des produits financiers et surtout de leur complexité. Là, ça concerne les financements de manière générale, les marchés de capitaux. Il faut désormais y inclure d'autres familles de risques, notamment ceux sur lesquels la réglementation insiste beaucoup, c'est le risque de blanchiment de capitaux, le financement d'activités illicites, qui peuvent avoir un impact très lourd sur la notoriété des entreprises et des banques. C'est le risque, sans le savoir, bien involontairement bien sûr, de traiter avec des contreparties douteuses, de ne pas avoir identifié des conflits d'intérêts. Et donc la réglementation, c'est profondément je dirais, et c'est considérablement développé. Aujourd'hui, les directives et leur traduction dans les lois sont très nombreuses et elles visent donc à
à cerner tous ces risques, à les traiter, à les anticiper et surtout à faire en sorte, à obliger toutes les directions financières et les banques à s'assurer qu'elles respectent bien toutes les réglementations et toutes les lois. Il faut savoir que si une entreprise est prise en défaut de respect de ces réglementations, il se trouve, bien malgré elle, engagée dans des opérations avec des contreparties peu recommandables ou à financer des opérations dont elle ignorait la finalité, peuvent avoir un risque très fort sur sa notoriété. Eh bien, les métiers de compliance officer, de risk manager, visent justement à d'abord identifier toutes les réglementations applicables, à s'assurer qu'elles sont bien appliquées au sein de l'entreprise, que toutes les normes sont respectées et que l'entreprise qui mène ces opérations au quotidien peut les mener en toute sécurité. Donc ce sont des métiers, vous vous en doutez, là aussi, qui se sont fortement complexifiés, qui réclament désormais des experts, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont des métiers à part entière, des départements à part entière, qui sont dédiés au contrôle de risque. Et donc il y a des formations qui forment des spécialistes. Alors, quelles formations sont requises? Des connaissances, évidemment, des formations qui permettent d'assurer l'acquisition de connaissances dans le domaine financier, des produits financiers, mais aussi réglementaires. Il y a le risque financier, il y a le risque opérationnel qui est aussi concerné. Donc, il faut être capable aussi d'avoir une approche transversale des métiers financiers et des métiers périphériques aux métiers financiers, d'être capable d'avoir une grille de lecture qui permet de faire une cartographie des risques au sein de l'entreprise. Donc, il y a une dimension audit aussi. Et donc, la demande est forte dans ce secteur. Voilà, je crois que j'en ai fini. Je vois qu'il reste 5 minutes. Paola, peut-être que s'il y a des questions, je ne les vois pas. Donc, il y a quelques questions. Alors, oui, je vais vous les reprendre si vous voulez. Oui. Alors, je vais reprendre la question de Flavien qui... alors, par contre, je m'entends en écho. Je ne sais pas si c'est... Ah là, c'est bon. OK. Alors, la question de Flavien, donc, il nous parlait des banques de financement et d'investissement. Donc, il m'a précisé sa question et donc, il voulait savoir, par exemple, le nombre d'années requises pour certains types de métiers, donc en Global Capital Market, dans une BFI, comme analyste financier. Alors, si l'objectif, effectivement, est de devenir analyste financier dans une banque d'investissement, de Global Capital Market, le jeune étudiant fraîchement diplômé va rejoindre des équipes où finalement il sera associé à un analyste senior qui va lui apprendre le métier. Et pour devenir un analyste confirmé, c'est-à-dire être capable, au travers des données financières communiquées par l'entreprise, en général les sociétés cotées, hein, ce sont les sociétés qui sont étudiées par les banques d'investissement, eh bien, il pourra ensuite être capable de décrypter les comptes, de les analyser et de donner une opinion sur, par exemple, la valeur de l'action, de donner un avis. Est-ce qu'il faut acheter l'action, la garder en portefeuille ou la vendre? Et il faut plusieurs années. Je dirais que environ 5 ans sont nécessaires pour former un analyste financier dans une grande banque d'investissement. Mais tout le parcours d'apprentissage est évidemment jalonné, balisé, et ensuite l'analyste financier pourra rédiger ce qu'on appelle des notes de broker et qui sont proposées et vendues d'ailleurs à tous les investisseurs, par exemple les asset managers dont je parlais tout à l'heure. Alors, d'autres questions. Alors, on a eu plusieurs questions qui se recoupent. Quel type de spécialité il faut avoir fait en tant que bachelier? Voilà, est-ce qu'il faut avoir fait des maths? Donc, j'imagine que oui. Est-ce qu'il faut avoir effectué une spécialité SES? Et est-ce que on peut aussi prétendre, enfin, accéder à ce type de formation avec un bac STMG? Alors, il faut des connaissances mathématiques, il faut avoir un niveau, il faut avoir un bon niveau, mais alors le bac STMG,
je connais moins dans le détail aujourd'hui le niveau requis à l'épreuve de maths, mais il est tout à fait possible en tout cas, nous, de nous rejoindre. Et en tout cas, à partir de Bac+3, je parle de l'ICS Béguet parce que je connais le mieux. Et ensuite, d'abord, je pense que la première étape, c'est se familiariser, et plus que se familiariser avec la comptabilité générale, et ensuite d'acquérir des connaissances financières qui sont enseignées et qui permettent ensuite d'analyser le risque, la rentabilité, de comprendre comment une entreprise fonctionne et surtout comment, par exemple, valoriser une entreprise, une action, une obligation. Tout ça est envisageable et tout ça est faisable avec un bac STMG ou d'autres baccalauréats d'ailleurs. Alors, on a pas mal de questions. Peut-être une question là sur le métier de gestion de patrimoine. Est-ce que c'est toujours porteur d'emploi? Alors, gestion de patrimoine, oui, c'est porteur d'emploi. Et pour reprendre ce que je disais au début, c'est qu'aujourd'hui, l'épargne en France est très importante, mais elle n'est placée que dans des livrets A. C'est une gestion, on peut pas parler de gestion dans ces cas-là, c'est une manière un peu passive de gérer son patrimoine, puisqu'il est déposé sur un compte qui rapporte très peu aujourd'hui, puisque les taux sont très bas. Et justement, également, il y a un autre facteur qui est structurel maintenant, c'est une politique monétaire qui amène à pratiquer des taux très très bas et qui oblige le métier de gestionnaire de patrimoine et de leurs partenaires, les banques aussi, à réinventer de nouveaux actifs, donc peut-être à accepter de proposer des actifs plus risqués, mais avec un meilleur rendement et qui permettent de répondre aux vrais besoins d'investissement et de gestion du patrimoine et de la constitution de ce patrimoine tout au long d'une vie. Donc oui, moi je regarde souvent les offres d'emploi et il y a beaucoup de banques notamment, mais pas seulement, des sociétés de gestion de patrimoine qui cherchent des gérants qui vont prendre et associer à des équipes de seniors et qui vont, au-delà de leur formation académique, vont apprendre le métier. Donc je parlais qu'il y a trois volets. Il y a un volet de technique financière qui nécessite d'acquérir des techniques financières, un volet qui concerne tout l'environnement légal, successoral et fiscal, et puis un autre volet, là, qui est beaucoup plus personnel, c'est être capable humainement de rentrer dans l'intimité familiale et patrimoniale de son client. Alors, bon, je suis vraiment désolée parce qu'il y a encore des questions qui arrivent, mais je pense qu'il va falloir qu'on rende l'antenne. Alors, là, je viens de publier d'autres questions. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, pour toutes les personnes qui nous ont écrit et qui veulent encore poser des questions, n'hésitez pas en fait à utiliser encore l'outil questions parce que nous, on les voit. Et ensuite, on va pouvoir vous répondre soit par mail, soit même par téléphone, enfin peu importe. Et également, ce qu'on fera, c'est qu'on pourra vous mettre à disposition le replay de la vidéo. Notamment une réponse de Flavien qui nous remercie et qui nous demande voilà, si la vidéo sera accessible. Nous, on va pouvoir effectivement vous la retransmettre et elle sera également on va la mettre sur notre compte YouTube et on va également la partager sur les réseaux sociaux de l'école. Donc d'ailleurs, ça, n'hésitez pas à nous suivre. On est présent partout, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter et également sur Instagram. Donc voilà, ne surtout pas hésiter. Et peut-être alors choisir une dernière question. Alors, je vais prendre celle-là, c'est totalement arbitraire, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la voie prédominante pour atteindre un poste, donc si on veut faire du trading, mais vraiment du trading pur? Alors le trading pur, je disais, c'est confié à des opérateurs, qui ont de la seniorité quand même, qui ont quand même de l'expérience. Il faut quand même une solide formation préalable. Mais moi, j'ai vu des traders qui n'avaient pas de formation du tout. On parle d'un temps ancien maintenant, mais quand j'ai commencé, donc on peut
toujours imaginer qu'on puisse commencer, je dirais, comme assistant dans une salle des marchés, mais maintenant, la complexité des produits, l'accélération des opérations nécessite quand même d'avoir une solide formation et on ne commence pas trader tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne vous confie pas une position du jour au lendemain. Donc là aussi, il y a un accompagnement qui est fait. Vous êtes dans la... je veux dire, aux côtés d'abord, vous intégrez une équipe et vous rejoignez une équipe de traders seniors qui vont vous apprendre le métier. Et il faut quelques années pour pouvoir vous voir confier la responsabilité des fonds de la banque, parce que quand on fait du trading, c'est avec ce qu'on appelle du proprietary trading, c'est-à-dire c'est du trading pour compte propre, et qui est donc ce sont les capitaux de la banque qui sont confiés aux traders pour mener des opérations risquées, mais en contrepartie desquelles on espère une rentabilité. Peut-être une dernière question, moi, que je trouve plutôt pas mal et puis qui peut-être pourra donner des petits tips aux étudiants ou aux lycéens qui nous regardent. Quel genre de livre économique vous conseilleriez de lire et quels médias aussi regarder? Est-ce que, par exemple, on peut regarder BFM TV ou d'autres médias certainement spécialisés dans la finance? Voilà, comment on peut acquérir cette culture financière pour déjà se préparer en fait à la suite de ces études? Alors, des ouvrages, il y en a beaucoup. Alors, il y en a qui sont très connus, mais qui sont plutôt destinés à déjà ceux qui ont entamé leur parcours d'études supérieures. Donc, en master 1, il y a un livre qui est très connu qui s'appelle Finances d'entreprise, qui est un collectif, mais dont l'auteur original était M. Verniemen. C'est un ouvrage qui est très connu, mais qui est quand même assez dense, et qui est quand même d'un niveau qui pourrait peut-être rebuter certains. Je vais regarder s'il y a des ouvrages d'initiation qui sont plus accessibles, et je donnerai la référence. Oui, on pourra vous partager ça. Voilà, je pourrais partager ça. Sans souci, ouais. Voilà. Et puis concernant BFM TV, oui, bien sûr, mais vous savez, je crois que la première des qualités de quelqu'un qui veut se lancer dans un métier lié à la finance, c'est la curiosité. Si on est intéressé par l'économie, si on est intéressé par les entreprises, par leur modèle économique, si on s'interroge sur la manière dont l'entreprise fonctionne, si la manière dont elle génère, comment elle génère son chiffre d'affaires, avec qui, comment elle le fait, avec quel partenaire, sur quel marché, si déjà naturellement ce sont des questions qui vous interpellent, vous êtes de bons futurs candidats pour des cursus liés à la finance. La finance, l'environnement financier, c'est une manière de s'interroger sur le monde, hein, sur ce qui se passe, et c'est évidemment l'étudier sous l'angle de la variation des prix, de l'offre, de la demande. Mais avant ça, il y a la curiosité, en fait, elle est motivée par une manière de s'interroger sur ce qui se passe dans le monde et les conséquences que ça peut avoir sur les économies, sur les entreprises. Donc oui, BFM TV, je vous encourage, notamment BFM Business pour être précis, je vous encourage à la regarder. Il y a plusieurs types d'émissions, il y a des auteurs d'ouvrages d'ailleurs qui peuvent s'exprimer aussi, c'est toujours intéressant de les écouter, des ouvrages économiques. Il y a des startups qui s'expriment aussi. Et c'est intéressant aussi de voir tout ce monde en train de se renouveler au travers de ces jeunes pousses et aussi peut-être de vous interroger sur la manière dont elles répondent à des besoins qui existaient ou de nouveaux besoins, et de voir derrière comment elles sont capables de générer du chiffre d'affaires et de la profitabilité en utilisant la technologie pour répondre à de nouveaux besoins ou répondre à des besoins existants de manière plus performante. Voilà le conseil que je pourrais dire dans la prolongation de cette question. Je pense qu'on va clôturer maintenant le live. Donc merci en tout cas à toutes et tous d'avoir suivi le live et puis d'avoir posé plein de questions. Donc comme je disais, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours continuer à nous les poser via l'outil questions-réponses. Mettez-nous votre mail, comme ça on peut vous faire un mail peut-être un peu plus conséquent, oui, pour bien vous répondre. Et puis nous, on va repartager également la vidéo de la conférence si vous voulez la revoir. Donc elle sera en replay à la fois sur le salon des grandes écoles de l'étudiant
qui donc a encore lieu jusqu'à demain et qui sera en fait en ligne jusqu'à fin novembre. Donc voilà. Et puis ce sera également après mis en ligne sur notre chaîne YouTube, donc ICSBG, et également certainement sur Facebook. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et si vous voulez échanger avec nous, soit nous contacter donc par les réseaux, même par téléphone. Voilà, on est de toute façon joignable malgré le confinement. Donc voilà. Merci Monsieur Maguez et puis encore Merci. merci à tout le monde. Merci Voilà. à vous tous. Merci Paola. Merci beaucoup.